Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Cette semaine, exceptionnellement, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles. Pour mon grand retour dans cette émission, puisque la semaine dernière j'étais malheureusement en examen. Maintenant, fort heureusement, c'est terminé. Pour commencer cette nouvelle émission, je voulais parler un petit peu du gouvernement britannique parce que j'ai vu passer il y a une dizaine de jours une information qui disait que donc le gouvernement nationalisait une nouvelle ligne de train dans le nord de l'Angleterre. C'est la 4e ligne de train qui est nationalisée depuis 2018. Je me dis c'est quand même bizarre. Quand on parle de nationalisation, généralement je m'attends à ce qu'on parle plutôt du gouvernement français et pas du tout du gouvernement britannique. Je me dis est-ce que les Anglais sont pas en train de devenir socialistes ? Oh ils avaient inventé une forme de socialisme au moins, donc ça reste toujours un peu chez eux. Mais j'imagine que quand ils nationalisent, c'est une ligne qui est entre deux villes importantes, mais où il n'y a pas assez de trafic pour que ça soit rentable. Ouais. Donc la beauté du capitalisme, c'est que si la ligne entre York et Sheffield, il n'y a pas assez de gens, on la ferme. Oui. Et puis on met des bus ou les voitures, mais là ils ont peut-être trouvé qu'il fallait qu'il y ait la ligne pour je ne sais quelle raison. Donc ça c'est un peu... C'est pas une nationalisation, c'est que le gouvernement accepte de prendre à perte une activité dont il juge qu'elle est essentielle. Bon, ça se discute, mais voilà quoi. C'est peut-être mieux que d'avoir des voitures qui roulent pour aller de York à Sheffield et qui bouffent de l'essence importée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, ça se discute. C'est pas un... moi, comme je l'ai dit souvent, j'étais dans le sud-ouest. Il y avait une ligne de train qui allait de Auch à Toulouse. Je crois qu'elle n'existe plus, mais c'est bien dommage parce que c'était pratique, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que parfois il y a des lignes qui sont pas rentables forcément, et d'ailleurs ça dépasse le simple ferroviaire. Hein. Parfois, ça peut être dans d'autres domaines où effectivement il n'y a pas forcément suffisamment de demandes pour rendre un service rentable, mais on va quand même considérer que c'est quand même suffisamment utile pour beaucoup de gens, voire nécessaire pour le maintenir en vie. Oui, c'est ça. C'est comme, si j'ose dire, c'est comme de mettre de l'internet où il y a 3 fermes, quoi. Ouais. C'est considéré comme nécessaire, quoi. Ouais, mais d'ailleurs même en France, hein, avec le métro, je crois que la moitié du prix du ticket de métro est pris en charge par l'État en fait. C'est-à-dire qu'il devrait être à 4 € normalement, et il est à je crois 2,10 € en ce moment à Paris en tout cas. Donc ça pareil, on se dit le métro, pour que ce soit rentable, il faudrait quand même que le ticket soit excessivement cher. Oui, ça. Mais en même temps, peut-être on pourrait, je sais pas. Peut-être un peu dégraisser la RATP. Oui, sûrement, il y a de quoi faire. À mon avis, il y a de quoi faire. Voilà. Mais c'est sûr, à mon avis, c'est pas uniquement pour le budget de le prix fonctionnement de du train. ticket aujourd'hui n'est pas, à mon avis, un prix de marché, parce qu'il y a des tas de gens... c'est pas faux, ouais. Avec la retraite à 50 ans, ou je sais pas quoi, il y a peut-être des... Oui, c'est sûr, il y a peut-être des coûts qui sont supportés par l'État qui ne seraient pas supportés par le secteur privé. C'est sûr qu'il y a des avantages qui sont quand même assez hallucinants dans ce milieu-là. Donc peut-être que effectivement, si on était purement dans le privé, il n'y aurait peut-être pas besoin de subventionner les tickets. Ouais. Donc c'est là où l'État est merveilleux, parce que si vous subventionnez des tickets et si vous et s'il y a un trop gros emploi qui est créé dans la RATP plus qu'il n'est nécessaire, ça va en accroissement du PIB. Nécessairement, oui. Tout ça, c'est payé par la dette, mais vous ne le voyez pas. Mais vous avez l'impression que vous avez créé des services qui marchent et des gens qui ont un emploi. Mais c'est tout du pipeau. Enfin bref, on en parlera un de ces jours. Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet, cette évaluation du PIB. Qu'est-ce qu'on produit réellement ? Parfois, c'est un peu noyé. Et en plus de ça, les méthodes de calcul ont évolué depuis 50 ans. Donc, bon. Mais voilà, je prenais ça en fait comme exemple parce que aujourd'hui, c'est très paradoxal, mais les conservateurs anglais sont vus comme finalement assez socialistes. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur l'Angleterre historiquement, parce que c'est un des grands pays sur lesquels j'ai travaillé. Et donc, il y avait une différence essentielle. C'est que vous mettiez le poids de l'État en pourcentage du PIB. Et depuis qu'on a les statistiques, c'est-à-dire depuis, mettons, 70 à peu près, ou même avant, 66. Et quand les conservateurs étaient là, le poids de l'État dans le PIB montait. Et quand les travaillistes baissaient, les conservateurs, ils faisaient baisser le poids de l'État. Et puis les travaillistes arrivaient, ils faisaient monter le poids de l'État. Puis baisser, puis monter selon
Et quand Johnson est arrivé, il s'est passé un phénomène curieux, c'est-à-dire qu'au début, comme toujours avec les travaillistes, avec les conservateurs, je suis désolé, avec les conservateurs, le poids de l'État commence à baisser, et puis hop, il y a eu le Covid, et alors le poids de l'État a explosé comme jamais. Et pour l'instant, ils ont du mal à le faire baisser. Donc, on se retrouve avec les conservateurs qu'on avait avant les années 70, avant Mme Thatcher, qui eux aussi faisaient monter le poids de l'État dans le PIB. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement. Dans le fond, le débat britannique se passait l'État c'est la solution, c'était les travaillistes, et l'État c'est le problème, c'était les conservateurs. Et maintenant, il semble bien que les nouveaux conservateurs aient décidé que l'État c'était la solution aussi. Donc si l'Angleterre passe d'un choix de régime entre l'État c'est la solution et l'État c'est la solution, ils vont s'engager sur les voies de la France et ça va pas être beau à voir. Hein. Oui, c'est clair. Mais c'est-à-dire que même aujourd'hui, les travaillistes sont eux qui parlent de faire potentiellement baisser les impôts, ce genre de trucs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce clivage bizarre? On y croit. Ben, quand les travaillistes vous disaient ça, on va augmenter les dépenses de l'État et on va faire baisser les impôts, on disait, bon, vous me prenez pour une tanche, c'était pas grave. Tandis que là, s'il y a un gars qui veut vraiment faire baisser le poids de l'État dans l'économie en Grande-Bretagne, qui serait peut-être pas une mauvaise idée, je sais pas pour qui il va voter, là. Ouais. En tout cas, oui, c'est vrai que je sais pas trop comment ils vont s'en sortir les conservateurs, parce qu'ils sont très très bas dans les sondages d'opinion. À mon avis, si on avait des élections, là, la vraie ce serait question, si compliqué. on avait, les gens continuent à raisonner, mais pourquoi les conservateurs ont gagné la dernière fois? Parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Farage, qui avait lancé un parti, enfin, et qui est celui qui était à l'origine du Brexit. Hein. C'est Farage qui était député européen qui a finalement gagné, emporté le vote. Et il avait, pour la première fois dans l'histoire, il y avait ce qu'on appelait la zone rouge de l'Angleterre, qui était justement tout le nord industriel, où les gens votaient travaillistes depuis toujours. Et puis là, Farage leur a demandé de voter conservateur pour punir les travaillistes qui étaient en train de devenir un peu cinglés. Parce que le type qui était représentant des travaillistes était à la fois d'extrême gauche et passablement antisémite. Oui, c'était Jeremy Corbyn, ouais. Ce qui est pas tellement surprenant, parce qu'en général, les types d'extrême gauche sont antisémites, ça va de soi. Et donc, pour la première fois, cette zone industrielle a voté conservateur un petit peu sur les instructions de Farage, parce qu'ils étaient tous pour le Brexit. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est... Farage représente peut-être, je sais pas, 20-25% des voix en Grande-Bretagne, ou j'en sais rien. Est-ce qu'il va lancer un nouveau parti? Est-ce que ça va être des élections à 3? Et si c'est des élections à 3, alors là, ça va être le grand n'importe quoi, parce que personne je veux dire, personne ne peut faire le moindre, puisqu'en plus, on n'a pas de sondage d'opinion sur des situations similaires. Donc, il peut y avoir... quand ça s'était passé au Canada, d'un seul coup, je crois que c'est le Parti conservateur, il a quasiment disparu. D'un seul coup, ils ont passé de la majorité à la Chambre à quasiment plus personne. Ça avait été extraordinaire, ça avait été pouf. Ouais. Donc, on est dans une période où des partis entiers qui sont au pouvoir depuis, parce que c'est le plus vieux parti au monde, je crois, le Parti conservateur, ils pourraient disparaître. Oui, tout à fait. Complètement. Tout à fait, il pourrait faire un score totalement ridicule. Et en plus de ça, si jamais certains ne savent pas, le système électoral en Angleterre fait qu'en fait, on doit être juste le premier par circonscription, et donc c'est en un seul tour. Et donc il suffit d'avoir à peu près plus de 35% à peu près partout sur le pays. Et à ce moment-là, vous pouvez complètement effacer votre adversaire, et il peut avoir 10 députés à la Chambre, quoi. Enfin, l'équivalent des députés. Si tout le monde, s'il y en a un à 30, un autre à 30 et le troisième à 35, celui à 35, il aura 100% des voix. C'est ça. Ce qui est un peu injuste, mais c'est comme ça. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, si dans très très peu de circonscriptions, les conservateurs sont devant les travaillistes, en fait, ils n'auront que ces circonscriptions-là. Donc, aujourd'hui, ça correspondrait à très très peu de gens. Et effectivement, Farage, il s'était retiré de la vie politique justement après le Brexit, puisqu'il s'est dit, moi je voulais le Brexit est arrivé, donc j'ai plus de raison Mais il était revenu au moment de l'élection législative dernière, en disant justement pour faire perdre pour faire réussir le Brexit.
Et il s'était encore retiré un petit peu, mais aussi bien il va revenir, parce que ça m'a l'air d'être des retraits à répétition, ça. Oui, en plus de ça, il a donné une interview il y a très peu de temps, là, il y a quelques jours, en disant justement qu'il critiquait énormément la façon dont le Parti conservateur justement avait opéré le Brexit. Et en plus de ça, vraiment, il est pas très fan de ceux qui ont succédé à Johnson. Donc c'est possible, peut-être, s'il est vraiment pas content, qu'il fasse un retour en politique. Enfin, je ferai ma remarque, c'est qu'en Angleterre, le Premier ministre est indien, le maire de Londres, je crois, est pakistanais. Bref, c'est amusant de voir comment ils ont intégré ces gens dans leur système politique, ça leur pose aucun problème. Le Premier ministre écossais aussi. Oui, le Premier ministre écossais est aussi indien. Bon, lui, après, il a fait quelques remarques quand même un peu bizarres en disant qu'il y avait, selon lui, trop de blancs en Écosse. Bon, ça s'appelle l'Écosse, hein, mon grand. Va falloir t'y faire quand même. Bon. Sujet suivant, les États-Unis sont-ils au bord du défaut de paiement? Alors bon. Bon, est-ce qu'on y croit vraiment à ça? Alors, il faut expliquer, c'est que au moment... je crois que ça s'est passé sous Clinton il y a longtemps déjà. Pour coincer les dépenses que faisaient toujours les démocrates, pour lequel l'accroissement de la poids de l'État est toujours la solution, les conservateurs avaient fait passer un amendement disant que il fallait qu'il passe quasiment un amendement constitutionnel. La taille de la dette était limitée. Oui, et ça, aujourd'hui, le plafond, il est de 31 400 milliards de dollars. Voilà. Donc, on avait mis des plafonds de la dette assez élevés pour qu'ils puissent s'amuser quelque temps quand même. Mais dès que vous mettez un plafond, les types se débrouillent pour y arriver tout de suite, quoi, parce que c'est en se disant comme ça, ce sera mes dépenses qui passeront, et pas celles du gouvernement d'après. Donc, régulièrement, on a une grande crise aux États-Unis, où les républicains disent non, on va pas vous permettre de dépenser plus, on va garder le vieux plafond de la dette, et puis les démocrates immédiatement coupent les dépenses aux crèches, à la sécurité sociale, aux policiers et aux pompiers pour que la population fasse une pression monstrueuse pour qu'on n'arrête pas les services, quoi. C'est jamais les services administratifs qu'on pousse, c'est toujours la garde aux enfants et les pompiers, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, les trucs. Bon. Donc tout ça est d'une démagogie totale. Ça occupe beaucoup la classe politique à Washington. Et en général, on trouve une sorte d'équilibre où on fait monter le plafond de la dette, mais il y a un certain nombre de dépenses particulièrement stupides dans le dernier budget qui sont coupées. Donc on fait une espèce de cote mal taillée. Donc les démocrates acceptent qu'on coupe un certain nombre de leurs programmes qui leur permettent de s'enrichir eux personnellement, et puis les républicains, acceptent de monter le plafond de la dette. Alors c'est peut-être ce qui va se passer, mais le système de la dette la dette est devenue tellement incroyable aux États-Unis. La hausse de la masse monétaire depuis 3-4 ans est devenue tellement incroyable pour financer cette dette que personne n'aurait acheté sans ça, que j'en arrive presque à penser que ce serait une bonne chose s'il y avait une vraie crise et que les républicains disaient « non, nous on refuse d'augmenter le plafond de la dette ». Et à ce moment-là, ça forcerait les démocrates, en particulier au Sénat, à couper des dépenses de l'État qui servent à rien. Donc, j'en arrive presque à me dire, ce défaut de paiement, c'est qu'une blague, personne n'y croit une seconde. Hein. Mais j'en arrive presque à me dire, c'est quand même pas mal si quelqu'un... Je vois par exemple qu'aujourd'hui, M. Macron vient de libérer 2 milliards d'euros pour l'Ukraine. Attendez, je crois qu'un hôpital, c'est 300 millions. Donc, il offre, alors qu'on manque d'hôpitaux en France, qu'on sait qu'ils sont mal gérés, etc., il offre comme ça, de sa grandeur, alors qu'on est dans une situation budgétaire désespérée, 2 milliards,
aux Ukrainiens. Et de qui, pourquoi, qui lui a donné l'ordre, et je crois... Oui, on s'endette, on est en déficit public, on est le dernier pays d'Europe en déficit public. On a la plus grosse dette. Et Macron se réveille toutes les 2 ou 3 semaines en disant « Ah tiens, 1 milliard pour l'Ukraine, 1 milliard pour l'Afrique du Sud, 1 milliard pour je sais pas quel autre pays. » Enfin, à chaque fois, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça, c'est quand même curieux. Et vous pouvez pas penser qu'aujourd'hui, on est passé en l'espace de 15 ans, je crois, de 5e ou 6e dans les classements PISA, là, internationaux pour les écoles. On est 24e maintenant, donc il faudrait peut-être faire quelque chose pour l'école aussi. Donc je me dis, mais ils sont quand même bizarres, ces gars-là. Ils envoient du pognon par-dessus les toits, là, à des gens qui sont pas nous. Et ensuite, on sait que, particulièrement en Ukraine ou en Afrique du Sud, que les 2/3 vont être volés par la corruption, facile. Oui, on sait pas trop où ça va, quoi. Mais c'est jamais audité, ces trucs-là. Et pour nous, il n'y a rien. Mais c'est pas comme si on n'avait pas de besoin, c'est pas comme si on avait trop de choses. Donc je me dis, il y a tous ces hommes politiques, ils sont drogués à la dépense. Oui, exister, c'est dépenser. De l'argent qu'ils n'ont pas. C'est quand même curieux. Je sais pas. Mais moi, quand j'ai été jeune marié ou étudiant, etc., à chaque fois que je dépensais plus que ce que j'avais dans mon compte, j'en étais malade. Ah oui, clairement, ouais. Non, mais on se fait du souci. On dit, c'est pas agréable. Et puis la banque vous fait une tête au carré en plus. Ah oui, ça, ouais, vous avez moins 5 € sur le compte, sur votre compte courant, il y a le banquier qui appelle en disant bah alors qu'est-ce qui se passe? Et oui, puis quand moi je recevais une lettre de ma banque, je me mettais à transpirer abondamment en me disant qu'est-ce qu'ils me veulent. Même plus. Donc il y a ces gens-là ont une espèce de relation à l'argent, ils n'existent. C'est pas penser, c'est dépenser. Oui, littéralement, ouais. Le propre de l'homme, c'est de penser. Ben non, le propre du politicien, c'est de dépenser. Ils sont bizarres. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça, cette espèce de façon de considérer l'argent comme quelque chose qui est là, qui leur appartient, qu'ils peuvent dépenser, alors d'abord ils en ont jamais créé, et puis ensuite on n'en a plus. Oui, non, je trouve ça parfaitement curieux. C'est un peu, en même temps, c'est aussi quand on croit en l'argent magique, forcément, on pense que ça va nous tomber dessus comme ça, qu'on peut l'envoyer du coup à n'importe qui, que si jamais il nous en manque, on peut en faire imprimer. Enfin, il y a pas vraiment de sens des conséquences et de la matérialité des choses, quoi. Et puis oui, c'est vraiment on envoie de l'argent, quoi, pour régler n'importe quel problème. Alors moi je suis persuadé que sur les 2 milliards qui partent à l'Ukraine, il y en aura une partie importante qui reviendra à des personnalités politiques françaises importantes pour qu'elles puissent continuer leur carrière. Peut-être. Je suis persuadé que c'est une façon de tourner les contrôles publics, éviter les corruptions, c'est que vous envoyez plein de pognon à un type qui est corrompu jusqu'à l'os, et puis vous lui faites comprendre que ça continuera tant qu'il voudra bien retourner une partie, quoi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la base de la démocratie, c'est le contrôle de la dépense. Et le contrôle des impôts. Or, on ne contrôle plus rien. Donc on n'est plus en démocratie. Je sais pas. Oui, en plus de ça, bon, si c'est envoyé comme on a envoyé les millions pour le fonds Marianne, là, à mon avis, je sais pas trop ça, mais ça va être ça puissance 10. Hein. Oui, c'est ça, puissance 10, littéralement. Parce que c'était quand même beaucoup moins énorme, quoi. Donc, oui, les États-Unis, bon, on se fait peur un petit peu pour rien, quoi. C'est-à-dire que les républicains... Mais même si par hasard... les États-Unis venaient, s'il n'y avait pas d'accord et que il fallait faire des coupes, oui, ils feraient des coupes, et il ferait peut-être des coupes dans le service de la dette, etc. Ouais. Mais il n'en restait pas moins que ça serait une excellente nouvelle pour les États-Unis. Oui. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que si on arrête l'hémorragie, si vous voulez, vous n'allez pas mourir. Tandis que si on permet à cette hémorragie financière de continuer jusqu'à la fin des temps, on va être saigné comme des poulets, quand même. Ouais. Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Moi, il vaut mieux qu'il y ait la crise. Moi, je suis un peu d'accord avec l'idée qu'au bout d'un moment, faut quand même affronter en face toutes nos erreurs dépensières, financières, dans tous les domaines depuis
30, 40 ans, et dire, bon, bah, à un moment donné, on assume. Dans les 4 dernières années. Qui sont largement accélérés dans les dernières années avec ces histoires de Covid, de machin. Et puis, lui aussi, Biden, il décide tous les 4 matins d'envoyer 5 ou 6 milliards, je ne sais où. Donc, il a un petit peu la même fièvre que Macron, mais avec la taille américaine, quoi, la taille exemple, giant. Ils ont envoyé, depuis le début de cette guerre, plus de 100 milliards d'armements de dollars à l'Ukraine. Bon, les États-Unis, à eux tout seuls. Bien. C'est beaucoup plus que le budget de la défense annuelle, de la Russie. Donc, ils ont envoyé en un an à l'Ukraine plus que le budget de la Russie de la défense. Et apparemment, les Ukrainiens, donc l'OTAN, puisque c'est la même chose maintenant, sont en train de se faire ratatiner militairement. Bon, ça c'est ce qui ressemble au sortir. Donc, on en dépense des sommes formidables. Mais regardez ce qui se passe. Vous envoyez 100 milliards d'armes à l'Ukraine. Donc, vous débitez, en comptabilité en partie double, vous débitez le gouvernement des États-Unis et vous créditez l'Ukraine. Bon, vous dites, bon, ils ont transféré 100 milliards. Mais l'Ukraine, elle va payer qui Elle va payer les sociétés d'armement américaines. Donc si vous faites sauter le lien Ukraine, en fait, c'est le gouvernement américain qui subventionne son propre armement. Qui subventionne 100 milliards de dollars au détriment des payeurs d'impôts américains et au profit des actionnaires des sociétés d'armement, qui se trouvent être le principal lobby de tous les sénateurs et donc vous vous dites, c'est un cas parfait d'achat par les sociétés d'armement des hommes politiques pour faire leur fortune ensemble, au détriment de l'américain de base, dont lui, là, le niveau de vie ne cesse de baisser. Ouais. Voilà, ça me paraît pas particulièrement satisfaisant. Oui, c'est ce que Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel. Oui, là, c'est une parfaite illustration, en effet, de ce que c'est. Et ça, pareil, d'ailleurs, ça rentre dans le calcul du PIB. Donc, derrière, on subventionne notre propre truc et on dit, regardez, croissance du PIB, 2%, hop, on est bien. Enfin, bref. Alors, question d'un auditeur, en l'occurrence d'une auditrice. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions dans les commentaires, dans la section commentaires. Charles pense-t-il que la France va rejoindre le Venezuela ? On avait parlé du Venezuela justement il y a 2 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, le Venezuela, c'était en 45, oui, en 45, 46, le deuxième niveau de vie du monde. Juste derrière les États-Unis, quelques centaines de dollars. Les Vénézuéliens étaient considérés comme les nouveaux riches de toute l'Amérique latine, c'est-à-dire que... Ouais, c'est dingue. Et en l'espace c'est le Venezuela qui a les plus grosses réserves d'hydrocarbures au monde. C'est une forme un petit peu, ce qu'on appelle des schistes bitumineux, c'est-à-dire que c'est pas vraiment du pétrole, il faut le casser un peu, il faut le malaxer et tout, donc c'est un peu plus cher à exploiter, mais enfin il est là et c'est absolument gigantesque les réserves qu'ils ont. Et le prix du pétrole, en l'espace des 40 dernières années, est passé de $10 le baril à 80 aujourd'hui. 70, allez. Donc, c'était difficile de ruiner le Venezuela. Ils y sont arrivés. Si vous voulez. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que celui qui a ruiné le Venezuela, qui était un crétin de capitaine qui ne comprenait rien à rien, a été remplacé par un de ses sbires après. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que il y est arrivé très bien. Et donc, vous vous dites, si je cherche un pays qui avait tout pour réussir, et que la France avait tout pour réussir, on pourrait prendre l'exemple du Venezuela, mais une grosse partie de la richesse du Venezuela venait justement de ces hydrocarbures qu'elle avait en abondance. Pour la France, je crois qu'il faudrait mieux prendre l'exemple de l'Argentine. Parce qu'eux aussi, ils étaient le 3e niveau de vie du monde. Eux aussi, ils ont eu des crétins, Perón, etc. Eux aussi, ils ont été bouffés par des syndicats à la noix. Eux aussi, ils ont fait que des bêtises. Eux aussi, ils ont
Ils ont emprunté de l'argent. Donc, pour moi, la France est en train de suivre le chemin de l'Argentine. Mmh. Et c'est extraordinaire de voir ce pays discuter sans arrêt en France. On se met sur la gueule sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. La retraite, par exemple, mais aucun. Et ne pas parler de l'essentiel, c'est par exemple, pour moi l'essentiel, c'est quand même la protection du droit de propriété, qu'on bafoue dans tous les sens. Encore une fois, je regardais les comptes récemment. Si vous employez un gars en France, vous le payez 100, il vous coûte 200, il touche 70, il va payer 20% d'impôts, il va payer 20% de TVA. Donc, j'embauche un gars, je le paye 200, il va lui rester 40 à la fin, quoi. Mais moi, il m'aura coûté 200. Comment voulez-vous qu'un pays fonctionne comme ça? Surtout en plus, je veux dire, à la limite, si tout ça était... évidemment, c'est pas le cas, mais si tout cet argent pris par l'État, justement, allait dans des services publics qui marchaient hyper bien... Non, mais il n'est même pas pris par l'État, là. Il est pris sur le travail des gens pour le donner à des gens qui ne travaillent pas. Ouais. C'est ce qu'on appelle les transferts sociaux. Donc, si vous voulez, on me prend 200, on me donne le droit d'en donner 100 aux gars, il reste 100, et ces 100 vont à des personnes, et c'est là où il y a, par exemple, 73 milliards de fraude sociale. Et on ne fait aucune enquête là-dessus. Donc, comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on a un coût du travail? J'ai des discussions avec des gens qui me disent le SMIC est trop bas en France. Je leur dis, c'est vrai, il est trop bas. Mais en fait, pour celui qui paye le SMIC, il est trop haut. Parce que le type, il touche 1300, mais il va coûter 2000 ou 2500 euros. Donc, le SMIC, c'est pas... Le coût du SMIC, c'est pas ce que touche le gars. C'est ce que ça paye... Ce que paye l'employeur, oui, bien sûr. Ce que paye l'employeur, c'est quasiment le double. Oui, c'est sûr que... Oui, et donc, le SMIC français, il est plus haut que le SMIC allemand. Oui. Mais le salaire allemand est beaucoup plus élevé. Celui que touche l'allemand est beaucoup plus élevé. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas du tout dans notre système de taxer les travailleurs sur le produit de leur travail. Il n'y a rien de plus bête. Donc, tout notre système fiscal est imbécile. Oui, c'est sûr que si on regarde les salaires en France, alors on peut s'émouvoir du fait qu'ils sont très bas par rapport à ce que ça devrait être. Vous allez voir, si on est calculé en net, ils sont très bas, mais en brut, ils sont très hauts. Mais oui, calculé en brut et calculé en plus de ça le coût des charges patronales. Donc en fait, ce que paye l'employeur pour chaque salaire. Et là, effectivement, c'est assez hallucinant. Ouais. C'est idiot. Et ça bloque tout. Oui, ça bloque tout parce que là, on est en train de nous faire tout un cirque sur justement la réindustrialisation. Réindustrialiser, c'est même pas possible. Mais justement, ce qu'on va faire, c'est que... La marge brute d'autofinancement des entreprises françaises en France est la moitié de celle qu'elle est dans les autres pays en Europe. Donc si vous voulez faire une usine, si vous êtes malade, vous voulez faire une usine en Europe, le dernier pays où vous la mettrez, c'est la France. Bah oui, parce que là, aujourd'hui, la seule manière de faire venir une usine en France, et c'est là qu'on voit qu'on va se marcher sur la tête, c'est que, en fait, on va subventionner cette usine pour lui dire, regardez, si vous vous mettez en France, on va vous donner des aides. Mais... On ferait mieux de pas les pénaliser au départ. Bah oui. Donc oui, on va les pénaliser, ensuite on va les récompenser. On va faire comme ça et du coup on va financer tout un tas d'administrateurs qui vont être... faire une machine à gaz qui va... D'ailleurs, moi je crois que dans les semaines qui viennent, je vais sortir un papier pour les gens de l'Institut de la Liberté, là, qui sera un petit papier d'une 20aine de pages, donc ça la forcera à réfléchir et à le lire avec ça. Ça va être un peu difficile, qui s'appellera « Comment réussir sa désindustrialisation ». C'est intéressant ça. Comment réussir sa désindustrialisation, l'exemple de la France menée par ses élites. Très intéressant. Comment ils ont fait en 30 ans ou 40 ans pour amener un pays industriel qui marchait très bien à être un désert industriel. Il n'y a pas une mesure qui a été prise depuis 40 ans qui n'ait comme but ultime, réel, de détruire l'industrie. Il n'y en a pas une. L'accélération, ça a été à partir de Jospin, Sarkozy, etc. Ça a été le désastre. Ouais. Donc je vais essayer pour simplement montrer aux gens ce qui s'est passé et dire ils nous ont fait des discours tout le temps,
Mais regardez la réalité, chaque fois qu'ils prenaient une mesure, c'était pour foutre en l'air les usines, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, notamment la partie années 90-2000 a été extrêmement déterminante. Le bain de sang. Ouais. Entre Trichet, Delors, l'Europe, l'euro, il n'y a pas un truc qui nous a pas pété dans la gueule. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour la question d'Isabelle, merci pour ta question. Alors nous allons parler un petit peu de la baisse de la criminalité. Alors je connaissais pas beaucoup ce pays, c'est un très petit pays d'Amérique centrale, il s'agit du Salvador. Et alors j'ai pris connaissance de cet exemple récemment, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Ça a l'air absolument génial. Donc le Salvador, à la base, c'est ce qu'on s'imagine très bien être un pays d'Amérique centrale, c'est-à-dire avec des vieux mecs généralement très corrompus qui s'échangent le pouvoir tous les 4-5 ans. Voilà, à défaut d'être des vrais dictateurs qui restent pendant 25 ans, on a un petit peu ça. C'est évidemment un narco-état, donc avec énormément de tout ce qui est gang, cartel, trafic de cocaïne, tout ça. C'est une énorme partie de l'économie du pays et donc s'ensuit forcément une criminalité absolument énorme. Au point même que généralement quand on voulait c'était un peu le maître étalon de la violence et de la criminalité, quand on voulait comparer un pays à un autre qui avait un taux de criminalité très important, on comparait au Salvador, quoi. Donc c'était le pays d'Amérique, tout le continent américain qui avait le plus haut taux d'homicide donc dans le pays. Il y avait plus de 2000 meurtres par an, ce qui pour la taille de la population était quand même assez élevé. Je vous arrête une seconde ici. On pourrait penser que des pays comme ça, si les bandits se tuent les uns les autres au bout d'un certain temps, il n'y a plus assez de bandits. Oui. Mais c'est marrant, il y en a toujours. C'est curieux. Oui, parce que ça recrute après aussi très jeune. Oui, ça recrute jeune. Mais c'est marrant parce qu'on pourrait penser qu'à la fin, comme ils se tuent tous comme des lapins, tous les lapins sont morts, mais non. Ouais, mais non, ils se reproduisent plus vite qu'ils ne se tuent. Ouais. Donc forcément... C'est une solution à la dénatalité en Europe, non ? Ouais, peut-être. Ouais. Enfin, d'ailleurs, du coup, je voulais citer cet exemple parce que en 2019, ça change un peu. Donc, on a un personnage qui s'appelle Nayib Bukele. Et alors, c'est un mec qui est assez fascinant. On dirait une sorte de Macron d'Amérique centrale, mais qui aurait absolument tout compris. C'est-à-dire que pour la ressemblance, il n'y a pas d'en même temps là. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'en même temps du tout. Là, c'est vraiment, on a choisi le camp. Là, on y va à fond. Là, il n'y a pas de remise en question. Là, c'est non. Du coup, bon, pour la ressemblance, c'est parce que c'est un mec qui a été élu à 37 ans, donc en 2019, et qui a été élu aussi en dehors des deux partis qui sont un petit peu les partis classiques, quoi, qui étaient au pouvoir. Les deux partis bien corrompus par l'histoire. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc un petit parti de droite, un petit parti de gauche, comme l'équivalent UMP et PS qui étaient donc au pouvoir sans discontinuer depuis 1992 dans le pays, donc depuis presque 30 ans à ce moment-là. Et donc c'est un mec en fait qui est libéral en économie, qui est plutôt conservateur sur le côté sociétal, tout ça. Et en plus de ça, bon, il a eu un petit peu de mal à faire tout à fait ce qu'il voulait au début de son mandat parce que jusqu'en 2021, il n'avait pas l'assentiment de l'Assemblée, du Parlement. Et en fait, ce qui est fascinant avec ce type, c'est que d'habitude, en Amérique centrale, alors on est habitué à des vieux présidents de 70 ans, parfois avec une grosse veste kaki, voilà. Souvent en uniforme, oui. Voilà, donc souvent en uniforme, il tire la gueule tout le temps. Enfin, on n'a pas envie de passer une après-midi avec lui, quoi. Et ce que je trouve génial avec lui, c'est que il a vraiment, on dirait un barman espagnol, quoi, ou un président du BDE de l'université. Donc c'est assez fantastique, mais il a une politique extrêmement dure vis-à-vis des cartels. En fait, il a fait passer une loi d'exception qui permet d'enfermer les gens sans même avoir de mandat, en fait, de mandat d'arrestation. Donc, alors c'est un système un peu arbitraire, pas tout à fait raccord avec les droits de l'homme, avec certaines libertés fondamentales. Bon, enfin, lui, il a estimé que la situation était tellement grave que c'était nécessaire, et donc, en fait, sous ce régime d'exception, il a fait enfermer 63 000 membres présumés des gangs.
Et la criminalité s'est absolument effondrée très rapidement. Donc, alors en 2019, la criminalité, le nombre d'homicides dans le pays, c'était 2400, 2400 meurtres sur l'année. Et déjà en 2021, ça s'était effondré à même pas 1200. Donc déjà divisé par 2, donc c'était pas trop mal. Et là récemment, sur le mois de janvier, il n'y a eu que 11 homicides, ce qui en a fait du coup le mois le plus sûr de tout le pays depuis 201 ans. Donc la statistique est quand même assez folle. Et ce qui est marrant aussi, c'est que il est extrêmement populaire pour ça. Donc il est tellement populaire que d'ailleurs la Cour constitutionnelle du Salvador a fait l'exact inverse de ce qu'elle ferait en France, c'est-à-dire que normalement au Salvador, on ne peut pas briguer un second mandat. On n'en a qu'un seul. Et là, la Cour s'est dit, bon, il est tellement populaire qu'on va lui dire, tu sais quoi, si tu démissionnes juste avant la fin de ton mandat, tu peux te représenter juste après en 2024. Voilà, c'est pas bête. Du coup, voilà, ils ont trouvé un petit stratagème pour contourner un peu les règles de la Constitution qui interdit 2 mandats consécutifs. Donc voilà, là pour le coup, la Cour constitutionnelle fait l'inverse de ce qu'elle fait en France. Donc elle dit, le peuple veut ça. Au bout d'un moment, le peuple est aussi normalement la base justement de la Constitution, puisque la Constitution est... Le peuple est le souverain, il n'y a pas... Voilà. Donc s'il y a une contradiction entre ce que veut le peuple et ce que veut la Constitution, c'est que la Constitution est un peu mal foutue quelque part. Mais du coup, voilà, il a sorti une décision de justice, une décision d'exception spécialement pour ce président, en fait. Je sais pas si ce serait valable pour un autre président ensuite. Donc j'ai trouvé ça assez marrant parce que la criminalité, surtout en Europe, en Occident de manière générale, on se dit un peu, bon voilà, c'est là, on peut rien faire finalement, faut l'accepter, faut vivre avec, etc. Et ce mec vient et dit, non, je suis pas d'accord, moi je vais faire effondrer la criminalité de mon pays. Et je trouve ça hyper intéressant comme exemple. Qu'est-ce que vous en pensez là, de but en blanc ? De but en blanc, comme ça, je connais pas la situation locale, inutile de vous dire, je connais un peu, je lis des choses, mais je suis loin d'être un spécialiste. Alors, la prison, parce que c'est ça dont il s'agit, elle a 3 fonctions, en principe, intellectuellement. La première fonction, c'est de protéger le reste de la population contre les criminels. Bon, vous les enfermez, ils sont pas dangereux quand ils sont enfermés. Bon. La deuxième fonction, c'est de réhabiliter le gars qui est là, et en espérant qu'il sortira, qu'il sera capable de contribuer à la société. Et la troisième, la troisième fonction, c'est de punir. C'est-à-dire que celui qui a fait quelque chose, il faut qu'il soit puni. Mm-hmm. Et dans l'esprit des gens, la punition et l'emprisonnement, c'est ça qui justifie qu'ils abandonnent leur droit à l'autodéfense. À partir du moment où, dans une civilisation, les criminels ne sont ni punis ni enfermés, vous n'êtes pas protégés, vous avez le droit d'avoir un fusil chez vous et de tirer sur celui qui rentre pour le flinguer, pour ne pas le rater. Donc, c'est intéressant de voir parce que depuis une 50aine d'années, 70 ans, surtout en Europe d'ailleurs, mais aux États-Unis pareil, il y a toute une série de grands esprits qui ont dit que la prison n'était en aucun cas une solution, que la punition, ça ne changeait rien du tout, et que la protection des gens, c'était complètement illusoire, et que de toute façon, ils exagéraient les dangers qu'ils couraient. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça vient complètement... C'est un peu ce qu'avait fait Giuliani à New York aussi, vous savez, où c'était les maires noirs des quartiers où il y avait tous les assassinats qui se passaient, qui étaient venus voir Giuliani en disant « Il faut nous protéger contre les bandits qui sont maintenant devenus nos fils ». C'était incroyable. Donc, Giuliani avait été avec son histoire de 3 strikes and you're out. Alors, c'est un signe de plus qu'il y a des gens hors sol qui ont des théories sur la façon dont l'économie marche, sur la façon dont la société marche, sur la façon dont l'éducation marche, qui nous amènent depuis 40 ou 50 ans de désastre en désastre, et qu'on commence à voir surgir des espèces de personnages qui disent « mais c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie ». Quoi. Oui. Et donc,
C'est en un sens encourageant, mais de l'autre, c'est que il y avait aussi toute une série de droits qui étaient attachés que les criminels avaient. Mais à partir du moment où on ne respecte plus les droits des victimes, si j'ose dire, la population finit par s'agacer. J'ai vu que hier ou avant-hier, je sais plus où, dans la région de Nancy, il y a un gars qui a été arrêté après avoir blessé 5 personnes et qui avait 34 ans, je crois, et qui avait eu 145 condamnations en France. 145 fois il avait été. Oui, mais Charles, on a tous le droit à une 146e chance quand même. Exactement, mais oui, mais c'est là où justement ça devient complètement fou. Alors, moi je crois que le danger, c'est qu'on aille vers des régimes qui sont tellement sécuritaires qu'il y a des gars qui vont passer à la trappe alors qu'ils n'ont rien fait. Possible. Et bon, mais en même temps, quand on voit les dégâts que font les autres régimes, moi je me dis... et ça, c'est encore une fois... je veux dire, c'est encore une fois la gauche qui trahit. Parce que la gauche, normalement, elle doit protéger les plus faibles. Oui. Et les plus faibles aujourd'hui, c'est pas ceux qui vont en tôle, c'est les gens qui vivent autour de ces gens-là qui en prennent plein la tête. Oui. Donc, moi, je dis, la gauche a trahi le peuple, et la façon dont elle trahit le peuple, c'est en aidant trop les criminels. Oui, en effet, oui, c'est toute la thèse de Foucault dans Surveiller et punir, notamment, c'est cette idée que la prison sert à rien, que c'est fasciste, etc. La prison sert à rien, c'est fasciste, c'est pas agréable d'être enfermé pendant 40 ans ou pendant 10 ans, on n'en sait rien. Mais il est bien vrai que quand les gars sont en prison, en général, ils vont pas commettre d'autres crimes. Oui, là en tout cas... Tu vois, c'est ce que sans montrer votre exemple. Oui, là en tout cas c'est sûr, il y a peut-être sur les 60 000 personnes, il y en a peut-être qui devraient pas en être, ça c'est à peu près certain. Mais en revanche, il y en a forcément beaucoup qui y sont pour des bonnes raisons, puisque apparemment il y en a beaucoup qui sont plus dehors et qui peuvent plus faire de meurtre. Donc là, le côté punir et protéger la population, je pense qu'il est clairement rempli. Après, je suis un peu plus sceptique sur le côté réhabilitation derrière dans la vie, mais enfin j'imagine aussi que lorsque une partie de ces gens qui sont vraiment très violents sortiront de prison, peut-être quand même qu'ils y réfléchiront à 2 fois avant de recommettre un meurtre en se disant ah ouais, mais si j'y retourne quand même, ça va pas être drôle. Ça va pas être drôle. Mais il y a le côté prévention aussi. Oui, c'est sûr que oui. C'est le même débat qu'il y a eu avec la peine de mort. C'est bien entendu, mais je crois qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été tuées en France par des gars qui auraient été dans le temps, il n'y a pas très longtemps, passibles de la peine de mort, qui auraient été exécutés. Donc vous avez pris des gars en prison, vous les gardez 15 ou 20 ans, vous les libérez, et ils retournent et ils sortent à nouveau et tuent des gens. Ouais. Donc la question, c'est ces gens, si on les avait tués il y a 25 ans, les innocents seraient pas morts aujourd'hui. Donc il y a quand même toute une série de questions comme ça qui sont pas faciles à régler. Hein. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, justement, dans ce sens-là, pour motiver justement les juges à ne pas mettre les gens en prison, ou alors à les mettre que avec des peines vraiment très faibles, on a une manière assez spéciale de calculer la récidive. Donc la récidive, elle se calcule, alors déjà il faut que ce soit un crime ou un délit vraiment qui corresponde en fait au chef d'accusation pour lequel vous avez été en prison, et il me semble que ça se calcule uniquement dans les 5 ans après la sortie de prison. C'est-à-dire que si on récidive, mais 6 ans après, ça compte pas dans les statistiques de la récidive. On n'a pas le droit de vous l'imputer comme... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'amnistie générale après 5 ans. Ouais, c'est un petit peu ça. Vous comptez pas dans les chiffres de la récidive. Donc, voilà, si vous avez été condamné pour viol, que vous avez fait, 7 ans, ce qui est, je crois, la moyenne pour un viol, et que vous sortez et que seulement 6 ou 7 ans plus tard, vous recommettez un viol, on va dire, c'est pas un récidiviste. Alors que, si, c'est un récidiviste. Et à un moment donné, vous avez commis le même crime pour lequel vous êtes allé en prison, c'est de la récidive, quoi.
Et donc voilà pour l'exemple de la sécurité au Salvador. Donc il continue son œuvre. J'imagine qu'il va être réélu. Déjà, il avait été élu au premier tour en 2019. Je pense que s'il continue comme ça en 2024, ça devrait se reproduire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, dans d'autres pays aussi où on a des problèmes similaires, par exemple la Colombie, justement, son exemple est de plus en plus repris aussi par des acteurs de la vie publique. Et c'est un modèle qui est donc de plus en plus populaire, puisque généralement ce sont des pays dans lesquels les chefs d'État disent on peut rien faire, voilà, contre les gangs. De la Colombie, donc généralement c'est évidemment qui sont corrompus, quoi. D'ailleurs même le président du Salvador au départ, puisque avant il était maire justement de la capitale, il était soupçonné justement d'avoir des arrangements avec les gangs en disant on va se calmer un peu sur la criminalité, je vous laisse faire ceci cela en douce. Et bon, peut-être que c'est vrai d'ailleurs, mais en tout cas après il a quand même fait le boulot. Et d'ailleurs il a fait alors il veut tenter un autre truc aussi. Je suis un petit peu plus sceptique là-dessus, mais je trouve le projet quand même intéressant. Il veut faire construire une ville du Bitcoin où tout sera payé en Bitcoin. Oui, mais déjà le Salvador il y a eu des réunions qui sont passées là-bas. Ils sont en train de faire passer leur économie en Bitcoin, d'essayer. Donc évidemment, ils pensent un peu en dehors de la boîte. C'est assez. Ouais. Mais moi, j'aime bien le système qui existait à Hong Kong, si vous voulez. C'était pour tous. Il n'y avait aucune criminalité à Hong Kong, ou très peu. Donc vous avez la population chinoise. Il y avait les Guaylos, nous, les Blancs, quoi. Et puis il y avait la police et il y avait la mafia locale, vous savez, qui est très organisée, Et donc, il y avait une espèce d'arrangement entre la police et les mafias locales, que la criminalité, ça se réduisait à, par exemple, le jeu, la prostitution, mais pas de drogue, pas de trucs comme ça, dans la mesure du possible. D'accord, ouais. Et qu'en tout état de cause, les classes criminelles ne touchaient pas aux Guaylos, c'est-à-dire à nous. Donc vous pouvez vous balader partout, vous n'arrivez jamais rien. Et s'il y avait un gars qui touchait un Guaylo, c'est curieux, mais il disparaissait. D'accord. Ou s'il y avait un gars qui se mettait à vendre de la drogue, si vous voulez. Donc, c'est une idée qu'ont les Japonais aussi. La criminalité est une chose nécessaire pour qu'une économie fonctionne. Pour qu'une société fonctionne, il y a des choses comme ça. Oui, il y a toujours des criminels. Il y a toujours la prostitution, le jeu, des trucs comme ça. Bon, c'est organisé de façon... Mais ça paraît idiot ce que je vais dire, mais c'est le cas. Mais les bandits sont suffisamment patriotes pour pas mettre en danger la société qui respecte les bandits, et les bandits respectent la société. Et donc vous avez une espèce de réglementation du crime par les criminels qui liquide tous les gars qui veulent sortir de ce qui est permis aux criminels de faire, quoi. Ouais. Puis ensuite, on va pas voir ce que ces gars-là font. Et je trouve cette idée d'une criminalité réglée par les criminels... Oui, une criminalité régulée, ouais. Régulée mais ça se passe très bien. C'est sûr que, oui, il y a criminalité et criminalité. Il y a une criminalité de la prostitution, des jeux, etc., où on fait circuler énormément d'argent sous le tapis, on regarde pas forcément... C'est que les films d'Audiard, il y a 40 ans, où il y avait Jean Gabin ou je sais pas qui était... c'était des criminels, mais c'était des criminels de bonne aloi, qui avaient bon rapport avec la police, etc. Et puis il y a eu cette espèce une espèce de criminalité incontrôlée d'un seul coup. Oui, très très chaotique, et puis qui touche la population, qui touche la population à fond. Quand on risque de tomber dans la drogue, ou qu'on risque de se faire tuer. Dès qu'on va vers la drogue, etc., ça commence à déraper. Ouais, tout à fait. Donc il faudrait créer une classe criminelle avec des principes. Avec des principes, et qui ne touche pas à la drogue, et dès qu'elle touche à la drogue, on les liquide, quoi. Ce serait beaucoup. Comme ça, on n'aurait pas à s'en occuper, nous. Ouais, la peine de mort serait pas appliquée, mais enfin, les types disparaîtraient, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça bien comme idée. Oui, c'est ça. Il y aurait peut-être pas la peine de mort qui serait prononcée comme ça. Non, mais peut-être pas. Et puis, ça fait quand même, ça fait des économies de jugement remarquables. Oui, voilà, on va faire des économies de papier, comme ça aussi, ce sera bon pour le réchauffement climatique. Je dis ça, mais c'est un but d'une société, c'est d'avoir une criminalité qui est acceptée, contrôlée, qui est contenue, et généralement acceptée, quoi.
Ouais, mais là, j'imagine que ça doit être un petit peu le même projet. Je pense que le président du Salvador, en fait, en faisant ça, il a envie de donner envie, sûrement à une clientèle, peut-être, enfin des Occidentaux ou même à des Chinois, des Japonais, enfin des gens riches, international, quoi. Si ça se passe bien, il y a le Bitcoin qui marche, etc., l'immobilier au Salvador va monter comme une fusée. Ah oui, carrément. Là, moi, j'ai envie de prendre mon pied à terre, là. Ouais, j'ai envie de me dire, quand même, on va voir comment ça se passe, quoi. On peut sortir le soir, il fait bon, on sait rien, mais voilà. Donc là, en ce moment, il y a quand même d'autres problèmes de criminalité, hein, notamment sur les vols, des trucs comme ça. Donc, si vous êtes un touriste, vous avez quand même de forts risques d'être victime de vols à la tire, de trucs comme ça. Enfin, pour l'instant, quand même, les homicides, ça semble bien fonctionner, sa politique. Je pense que, à mon avis, ça va s'élargir à pas mal de trucs. Donc voilà, exemple à suivre. Je pense que c'est quand même un exemple très intéressant et on va voir ce que ça donnera d'ici quelques années. Et on en revient toujours à la même chose, c'est toutes les études montrent depuis bientôt 40-50 ans, c'est un économiste américain qui a eu le prix Nobel, qui s'appelait Gary Becker, qui avait fait des analyses pour montrer qu'il n'y avait crime dans un pays que si les crimes payaient. Mais si c'était rentable d'être criminel, littéralement. Ouais. C'est-à-dire si l'espérance de gain était supérieure. Oui, il y a un calcul bénéfice-risque. Ouais. Il y avait un calcul bénéfice-risque. Et dans nos pays, on est arrivé à un moment où il est tout à fait certain que le crime paye. Ouais. Et donc, il faut repartir dans une société où le crime ne paye pas. Ça semble être la direction que ce monsieur a l'air de prendre. Oui, c'est ça. Là, le crime ne paye pas du tout. Plus du tout. Donc voilà, je pense que c'est un exemple intéressant parce que quand même, dans ce qu'on connaît dans les sociétés occidentales, on a plutôt tendance à faire l'inverse. Et en France, encore plus particulièrement qu'ailleurs. Donc pour une fois, je me dis, on a quand même un pays qui, malgré tout, est une démocratie. Hein, c'est pas le fascisme. Même si d'ailleurs le président se définit lui-même comme, je cite, le dictateur le plus cool du monde. Enfin, en vrai, c'est pas vraiment un dictateur. Il a été élu et il partira du pouvoir le jour où il sera plus élu, quoi. Donc je trouve ça vraiment très intéressant et ça fait plaisir quand même d'avoir ce genre d'exemple parce qu'on se dit, les choses quand même, c'est possible de faire des choses avec la politique. Même quand ça semble compromis. Surtout dans un pays comme ça où on se dit, il y a 10 ans, on se serait dit le Salvador, mais jamais ils s'en sortiront, quoi. C'est un narco-État, ça restera. C'était ce qu'on appelait un État failli, c'est-à-dire il y a plus d'État. Oui, c'est ça. Oui, un peu comme, par exemple à Haïti en ce moment, c'est un bordel monstre. Il y a même pas de gouvernement. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà pour les sujets que je voulais évoquer pour ce délit d'opinion. Merci beaucoup. Donc je remercie évidemment chaque personne pour son attention particulière. Je rappelle que nous sommes sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables et que nous sommes aussi, ces émissions sont disponibles sur Spotify et sur Deezer en podcast pour l'écouter quand vous faites le ménage, quand vous faites à manger, quand vous êtes au volant, des trucs comme ça. Et sur ce, je vous dis donc un grand merci et à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.